Moteur, bon tout est prêt? Parfait. 1982. En plus de nous faire découvrir un petit bonhomme de l'espace, elle marque aussi la sortie d'un grand film de science-fiction. Avec des films et des séries en tout genre, les studios ont redoublé d'idées pour nous offrir des programmes hallucinants. Cette année-là, on a eu le droit à une voiture mythique, à un très gros clin d'œil et à un grand bonhomme avec une épée. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. L'année 1982 est marquée par la diffusion du 2250e épisode des Feux de l'amour. C'est à cette époque qu'on a découvert les aventures d'Esteban, Zia et de Tao dans les mystérieuses cités d'or. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Et on a entendu ronronner le moteur de KITT dans K2000. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Et cette année-là, c'est une autre série qui a fait ses débuts. J'en ai déjà rapidement parlé dans ma vidéo sur 1984. Allez la voir! Mais c'est en 1982 que l'on voit le commencement de la série Cheers. La sitcom Cheers raconte l'histoire de Sam Malone, un ancien joueur de baseball professionnel et ancien alcoolique qui ouvre un bar dans le sous-sol d'un immeuble de Boston. Durant 11 saisons, on suit les histoires se déroulant dans le bar. On y rencontre ses habitués et on apprend d'eux à travers leurs péripéties. Malgré une diffusion bien plus tard en francophonie, la série reste extrêmement importante dans le développement du genre des sitcoms. En effet, l'œuvre montre un côté convivial avec des personnages tous très différents. Avec une série se déroulant dans un lieu public tel qu'un bar, elle rapproche le spectateur du point de vue des clients et le fait intégrer dans le groupe d'amis au plus proche de l'action. Ce procédé est réutilisé en partie dans la série Friends, où le lieu de ralliement qui est le Central Perk fait office de lieu de rencontre et nous aide à devenir le 7e membre de la troupe. De même pour How I Met Your Mother, qui en plus de nous faire s'asseoir à la même table que nos personnages principaux, y fait référence en diffusant la musique du générique à la fin d'un épisode. Encore une fois, certains éléments du show ont été référencés dans d'autres programmes par la suite. Les Simpsons, comme toujours, mais aussi Adventure Time, où l'on peut entendre la chanson du générique. On trouve aussi une grosse référence à Cheers dans le jeu vidéo Fallout 4, qui se déroule à Boston, et où l'on peut trouver la réplique exacte du bar de la série, avec ses clients piliers avachis sur le comptoir. En un peu plus que l'éthique. La série a, tout au long de sa diffusion, reçu un grand nombre de récompenses aux Golden Globes et aux Emmy Awards, essentiellement pour les prestations de ses acteurs. Le dernier épisode de la série est même devenu le second final le plus vu de tous les temps aux US, avec plus de 84 millions de téléspectateurs. Au vu de ces résultats, Cheers aura le droit à une première série spin-off annulée, après seulement quelques épisodes, puis à une seconde, nommée Frasier, centrée sur la vie d'un des clients du bar, qui rencontrera bien plus de succès. Dans un tout autre domaine, 1982 marque la diffusion de la série télévisée Fame, et des débuts de Sacrée Famille. Du côté des salles obscures, on a eu le droit à un catalogue de films cultes. Pour commencer, Martin Scorsese nous a présenté La Valse des Pantins, Sylvester Stallone nous a présenté Rambo ainsi que Rocky pour une 3e fois, quand John Carpenter nous dévoilait The Things. Mais cette année-là, c'est les aventures d'un petit garçon et d'un être venu d'ailleurs qui va éblouir les salles. Et oui, en 1982, le marchand de rêve qu'est Steven Spielberg va nous faire rencontrer E.T., le petit extraterrestre abandonné sur Terre qui va faire la rencontre du jeune Elliot. Oui, non, là, t'arrêtes. Avec qui il va se lier d'amitié et qui va l'aider à recontacter son peuple. Avec ce film, le réalisateur amène une nouvelle fois des êtres de l'espace sur notre planète. Quelques années après Rencontre du troisième type, il vient nous raconter et nous faire pleurer au passage une histoire d'alien pacifique. Dès sa sortie, le film va devenir un véritable classique du cinéma. Il marquera des générations au point de détenir pendant les 11 années qui suivront le titre de film le plus rentable de tous les temps. Il sera d'ailleurs détrôné par un autre film de Spielberg, Celui avec les dinos. mais j'y reviendrai. Il marquera un tournant dans la carrière du créateur puisqu'il lui permettra de créer sa société de production Amblin Entertainment en reprenant la grande scène culte du film comme logo. Aujourd'hui encore, l'œuvre est une véritable référence pour beaucoup. Il est classé dans la liste des 250 meilleurs films de tous les temps et a intégré le top 10 des 50 films à voir avant 14 ans. Et bien sûr, il est impossible de parler d'E.T. sans aborder les multiples références au film dans la pop culture actuelle. En plus de Scrubs avec l'extrait que je vous ai montré un peu plus tôt, les sitcoms se sont fait une joie d'en parler. Le personnage de Ted reprend les derniers mots de l'extraterrestre à Elliot
Elliott dans l'un des derniers épisodes de sa série, et on sait aussi que le personnage de Chandler dans Friends n'a jamais pleuré devant le film. Un vrai sans cœur. E.T. étant considéré comme un très grand film, il a eu le droit à un remake parodique avec le film Mac and Me, qui est devenu l'un des pires films jamais créés dans l'histoire du cinéma. Évidemment, qui dit film des années 80 dit Stranger Things l'a refait, et cette fois la série fait un lien avec l'aventure de l'extraterrestre un bon nombre de fois. On peut citer par exemple la scène de poursuite en vélo face aux membres du gouvernement, ou le déguisement de Eleven pour passer inaperçu. Et comment parler de référence sans aborder le jeu que jouent Spielberg et son ami George Lucas, puisque quand Steven nous offre un clin d'œil à la guerre des étoiles par le prisme des figurines de Greedo ou de Lando Calrissian, et d'un déguisement de Yoda, George de son côté intègre la race de E.T. dans son univers en faisant apparaître certains d'entre eux dans le Sénat galactique de l'épisode La menace fantôme. Dès sa première diffusion en clôture du Festival de Cannes de l'époque, le film avait frappé fort, et il a par la suite obtenu 4 Oscars, dont celle de la meilleure musique originale décernée à John Williams. Pour continuer avec la cérémonie des Oscars, parmi les films de 1982, on a récompensé Gandhi et son réalisateur Richard Attenborough, On note la prononciation sur 20. ainsi que Ben Kingsley dans le rôle principal. Et chez les femmes, c'est la fabuleuse Meryl Streep qui a remporté la statuette pour son incroyable prestation dans Le Choix de Sophie. En France, le retard est un talent puisqu'il a permis de découvrir le premier volet de la saga Mad Max la même année que le second. De plus, on a vu Jean-Paul Belmondo dans L'As des As, De Funès et Galabru ont été vus dans Les Gendarmes et Les Gendarmettes, et Sophie Marceau et Claude Brasseur reprenaient leur rôle dans La Boom 2. En outre, Léonard Nimoy a joué Spock dans Star Trek 2 La colère de Khan, Arnold Schwarzenegger a montré ses muscles dans Conan le Barbare, et Dustin Hoffman se travestissait dans Tootsie. Et cette année-là, on a eu le droit à un film inspiré d'un célèbre roman de Philip K. Dick, Blade Runner. Blade Runner se déroule dans le futur, en 2019. Un futur déjà passé. Où la planète dépérit peu à peu. On y découvre les réplicants, des androïdes humanoïdes considérés comme des esclaves, et après une révolte de certains d'entre eux, ils se retrouvent obligés de se cacher parmi les humains pour ne pas être attrapés et détruits par les Blade Runner. Le film à sa sortie n'a pas fait l'unanimité auprès du public. Il a d'ailleurs longtemps été considéré comme très médiocre avant de devenir un véritable film culte. Il devient, 10 ans après sa sortie, un film d'importance culturelle, historique et esthétique, d'après la Bibliothèque du Congrès des États-Unis. Il est par la suite élu meilleur film de science-fiction jamais réalisé, d'après une soixantaine d'éminents scientifiques du monde. Il atteint la 97e place des plus grands films américains des 100 dernières années, et est nommé deuxième plus visuellement influent de tous les temps. Le film a influencé par de nombreux points des films fantastiques et de science-fiction qui ont suivi. En effet, on retrouve pas mal de ces codes dans Le Cinquième Élément, pour son côté futuriste, mais aussi par l'esthétique de la ville, qui sera repris dans Ghost in the Shell. Et il a été très important dans la création des films Terminator ou dans la série Battlestar Galactica. Il inspirera aussi énormément de visuels pour certains jeux vidéo par son côté opaque et obscur. On peut citer par exemple Final Fantasy VII, Deus Ex ou Mass Effect. Le film aura le droit à plusieurs suites, sous la forme de 3 romans pour commencer, puis à un film sorti en 2017. Et il est incroyable. Sans oublier ces 2 adaptations en jeu vidéo. Et pour vous, Blade Runner, grand classique du cinéma ou médiocrité totale? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner et dites-moi de quelle année je pourrais vous parler dans une prochaine vidéo. Et on n'oublie surtout pas le pouce bleu. Et voilà, c'est déjà la fin de la séance. J'espère que cette projection vous aura plu. Je vous invite à bien vouloir relever vos sièges et ramasser vos paquets de popcorn. Je vous dis à la prochaine pour la découverte d'une nouvelle année avec le projectionniste. Et cette semaine, je laisse le mot de la fin à un monstre gentil. Je suis toujours